tous, ravi de vous retrouver pour votre JT sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 19 septembre. Début aujourd'hui de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le prince Albert II s'exprimera à la tribune ce mercredi. La crise climatique est l'un des sujets clés de cette semaine de débat, tout comme la protection des océans. Quel avenir pour les plateformes de streaming alors que les prix des abonnements augmentent? Un nouveau modèle économique se met en place. Marianne Lumeau, enseignante et chercheur en économie, nous éclairera à ce sujet. Longtemps oublié, la consigne fait son grand retour. Lancé en juin 2022 en principauté, le concept remis au goût du jour séduit déjà de nombreux consommateurs. Exemple à l'Université internationale de Monaco. Ce soir, nous évoquerons également la lutte contre le cancer du sein à l'approche du mois d'octobre, toujours associée à la campagne Octobre Rose. Natacha Frost-Savio, présidente de l'association Pink Ribbon Monaco, sera notre invitée. Je vous le disais en titre, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies a débuté ce mardi à New York. Près de 150 chefs d'État et de gouvernement participent à ce rendez-vous annuel lors duquel de nombreux dossiers seront évoqués, comme la crise climatique, les conflits dans le monde et leurs répercussions, les droits humains ou l'égalité des genres, des sujets qui ont alimenté le discours du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, lors de l'ouverture des débats. D'autres interventions sont également attendues, comme celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky. De son côté, le prince Albert II s'exprimera mercredi après-midi à la tribune de l'ONU, soit mercredi soir pour nous, heure de Monaco. Avant cela, dès son arrivée sur le sol américain, le souverain s'est entretenu avec le consul général de Monaco à New York, Gildo Pastor, et avec Brune Poirson, ancienne secrétaire d'État à la transition écologique et aujourd'hui directrice du développement durable du groupe Accor. Le prince Albert II a également présidé lundi soir le lancement d'une nouvelle collaboration à l'Explorer Club, le reportage sur place d'Alexandra Pani. Les petits États insulaires en développement sont en première ligne des conséquences du changement climatique. Plus de 95% de leur territoire sont des zones maritimes. La menace déjà existante de l'élévation du niveau des mers met en péril leur habitat, mais aussi leurs droits territoriaux et réduit leur accès aux ressources. Il est urgent que des solutions concrètes et pérennes soient adoptées. Les côtes de ces îles sont affectées. Aujourd'hui, on passe notre temps à construire des murs pour pouvoir protéger ces îles. Et là, pour nous, c'est pas une théorie qu'on est en train à déchiffrer, mais c'est la réalité. On protège déjà 32% de l'océan, de notre océan. On a passé à la protection à 100% des mangliers et aussi seagrass. Et là, j'attends à ce que à Abu Dhabi, pour le COP 28, à ce que les promesses seront traduites en action et l'accès aux finances, ça c'est pour nous très important. La principauté soutient la coalition des petits États insulaires en développement pour la nature, créée à l'occasion de la COP15 pour la biodiversité à Montréal. C'est donc naturellement que le prince souverain a coprésidé cet événement où une nouvelle collaboration a été lancée par la Seeds Coalition for Nature et l'Alliance pour la décennie de l'océan. Il n'y a pas assez de connaissances, il n'y a pas assez de science, il n'y a pas assez de recherche, pas assez de capacité pour vraiment gérer de manière durable toutes ces ressources pour le bénéfice de ces pays et les populations. Alors, cet événement ce soir va lancer une nouvelle collaboration qui est créée entre l'Alliance de la décennie de l'océan et cette coalition, justement pour souligner les priorités d'action de ces deux groupes pour vraiment augmenter les connaissances et faire le renforcement de capacité sur les connaissances océaniques dans ces pays. Une collaboration qui doit rapidement se mettre au travail pour proposer des solutions concrètes avant le grand rendez-vous en juin 2025 pour la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice. Il s'était lancé pour défi de parcourir les 7 majeurs en 48 heures. Comprenez franchir les 7 cols des Alpes franco-italiennes et ce pour la bonne cause. Les cyclistes de l'équipe 747 ont remis en début de semaine un chèque de 7 000 € à la présidente de Fight-Aids Monaco, la princesse Stéphanie. Cette somme servira à soutenir les différentes actions de l'association monégasque qui lutte contre le VIH-Sida.
Toujours en images, le ministre d'État, Pierre Dartout, a accueilli lundi soir à la résidence une délégation des anciens élèves Sciences Po de Monaco. Et c'est lors de cette réception que l'association monégasque Sciences Po Alumni a été officiellement lancée en présence de ses coprésidents Frédéric Sandretto et Justine Heimann. Un instant particulier pour le ministre d'État étant lui-même diplômé de Sciences Po Paris. C'est une annonce qui a fait grand bruit. Les plateformes de streaming ont annoncé une augmentation de leurs tarifs et des changements de leurs offres à l'automne prochain. Une stratégie assumée par les grands groupes. Bonsoir Marianne Lumeau. Bonsoir. Vous êtes enseignante, chercheur en économie. Comment les géants du streaming expliquent cette hausse de prix ? Eh bien, cette hausse de prix, elle s'explique par plusieurs phénomènes. D'abord, pour un petit rappel historique, les géants du streaming type Netflix et Spotify sont apparus dans notre vie il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on n'avait pas d'usage il y a une dizaine d'années, on n'avait pas d'usage du streaming. Et donc, sur la première phase de ces 10 dernières années, eh bien, ces géants du numérique, ils nous ont réussi à nous convertir d'un non-usage à un usage du streaming musical, du streaming vidéo. Et c'est aujourd'hui largement rentré dans nos habitudes. Ça, c'est la première phase. Et puis, deuxième phase, on arrive aujourd'hui dans une phase où le marché et les consommateurs eh bien, sont venus nombreux sur ces plateformes et qu'il ne reste finalement plus beaucoup de nouveaux consommateurs possibles. On est face à un marché qui serait devenu finalement relativement mature. Et en parallèle, eh bien, Netflix, Spotify ont vu arriver différents concurrents comme Apple Music ou encore Amazon Prime pour le secteur de la vidéo. Et donc aujourd'hui, eh bien, nos plateformes, elles sont face à une concurrence et un marché où on n'a pas beaucoup de nouveaux consommateurs. Et donc, la façon pour elles de s'en sortir, eh bien, c'est d'augmenter le prix de leurs abonnements. Est-ce que cette hausse est une tendance qui va s'installer dans le temps ? Eh bien oui, cette hausse, elle risque de s'installer dans le temps et finalement, elle est le reflet des coûts aussi que subissent les plateformes, des coûts qui augmentent en termes de stockage de leurs données, du contenu qui est disponible sur les plateformes, et puis également l'augmentation des coûts d'acquisition de contenus de plus en plus originaux, que ce soit en production, que ce soit à l'achat. On peut penser par exemple à Spotify qui a investi plus d'1 milliard d'euros dans la production de podcasts actuellement, ou encore de livres audio. Est-ce que la grève des scénaristes actuellement peut avoir aussi un impact sur cette inflation ? Alors, sur l'augmentation des coûts, il va y avoir à un moment donné effectivement une sorte de pénurie. En fait, on ne s'attend pas souvent à avoir de la pénurie dans le domaine culturel puisqu'on a toujours une offre pléthorique. Mais à un moment donné, effectivement, le coût de chaque série, de chaque film, les films et les séries vont devenir plus rares. Et donc, on le sait en économie, à partir du moment où un bien est rare, son prix va augmenter. Il y a une nouvelle stratégie aussi pour les géants du streaming vidéo, avec des offres avec ou sans pub. Là aussi, c'est pour quand même essayer de conserver les consommateurs, les clients qui sont déjà acquis. Exactement. Cette stratégie, alors c'est une double stratégie. C'est à la fois essayer de limiter le partage de comptes, qui était jusque-là largement répandu, et donc en offrant aux consommateurs un abonnement à un prix inférieur mais de moindre qualité, et puis toujours finalement dans cette logique d'essayer de capter le maximum de consommateurs payants. Est-ce qu'à terme, ces plateformes de streaming peut être un modèle menacé ? Pour le moment, c'est pas du tout la tendance qui se dessine. Voilà, j'aime bien toujours rappeler qu'il y a quelques années, enfin il y a encore 20 ans, alors pour les plus jeunes, ça vous dira pas grand-chose, mais quand on achetait un CD ou un DVD, eh bien ça nous coûtait quasiment le prix d'un abonnement mensuel qu'on paye tous les mois pour avoir accès à des millions de titres de musique ou encore des milliers de séries ou de documentaires ou de films. Eh bien, merci beaucoup Marianne Lumeau de nous avoir éclairé à ce sujet sur Monaco Info. Merci infiniment. Merci, bonne soirée. Longtemps oublié, la consigne fait son grand retour. Lancé en juin 2022 en principauté, le concept remis au goût du jour séduit déjà de nombreux consommateurs. Exemple à l'Université internationale de Monaco, où Ma Consigne est la nouveauté de la rentrée à la cafétéria. Le reportage d'Émilie Flamand et Olivier Bonello.
Le plastique à la cafétéria de l'Université de Monaco, c'est fini. Depuis la rentrée, c'est dans des bocaux en verre que mangent les étudiants. Il faut juste avoir une application mobile, il faut scanner un QR code sur l'application de chaque élève appuyé sur le contenant pour avoir une connexion. Et à la fin de notre repas, nous allons déposer le contenant dans une borne qui est juste à côté de l'université, à l'entrée de la gare de Monaco. Un partenariat mis en place avec le service Ma Consigne qui permet de réduire de 50% les déchets de la cafétéria, mais aussi de sensibiliser les jeunes. L'université a pour ambition de former les futurs leaders de demain. Pour nous, il est évident qu'il faut inclure tous ces concepts qui sont évidemment chers à la principauté, mais qui pour nous semblent évidents pour leur développement futur et pour les sociétés dans lesquelles ils vont travailler plus tard. Donc de façon transversale dans le curriculum, tous ces concepts RSE sont inclus. Et l'idée, c'était un petit peu, là, depuis maintenant 2 ans, de les mettre un peu en marche et essayer de les faire acteurs de cette évolution. Dans la continuité de la sensibilisation des étudiants à la transition écologique, un service de volontariat est en train de se créer à l'intérieur de l'université pour récupérer les consignes en verre et les amener dans les collecteurs. Une rencontre, un voyage ou une envie de renouveau peut parfois vous amener à réfléchir sur votre avenir professionnel. C'est le cas d'Adrien Guadzon. Il vient de faire sa première rentrée au Collège Charles III. Il y enseigne l'espagnol, une langue qui le fascine et qui l'affectionne particulièrement puisqu'elle a changé sa destinée. Son portrait est signé Cristina Tomel. Bien, hoy vamos a estudiar una secuencia sobre la vuelta al cole. C'est une vocation qui m'est venue sur le tard. À la base, j'avais fait une formation de juriste. Puis finalement, suite à mon premier contrat sur Paris, j'ai eu envie de partir en année sabbatique en Amérique latine. L'Argentine est un pays qui m'a toujours attiré, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer pourquoi. Donc je suis parti sans maîtriser l'espagnol. J'ai appris là-bas au fur et à mesure. Et j'ai donné quelques cours de français pour faire dessous, pour aider à financer le voyage. Et c'est là que j'ai découvert que l'enseignement me plaisait, même si c'était de manière très informelle. Et en découvrant la culture argentine et en voyageant un peu en Amérique du Sud, Amérique latine, même avec le Mexique, je me suis plu à apprendre cette langue, à découvrir cette culture. ¿Qué podéis decir sobre este documento? C'est une langue très vivante, très chantante. C'était assez intéressant quand on est apprenti de voir les natifs quasiment jouer un rôle, on a l'impression, quand ils s'expriment. Et ces intonations, ces expressions, je ne pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est une langue qui m'a tout de suite parlé, entre guillemets. Il est temps à présent de recevoir notre seconde invitée. Natacha Frost-Savio est présidente de Pink Ribbon Monaco. Elle a fondé cette association en 2011 et s'engage depuis cette date dans la sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein. Bonsoir Natacha Frost-Savio. Bonsoir. Tous les ans, on le rappelle à cette période de l'année, Octobre Rose est un mois important pour rappeler l'importance du dépistage contre le cancer du sein. Oui, effectivement. Alors c'est un mois calendrier à la principauté maintenant. C'est vrai que tout le monde, de plus en plus d'associations participent et on est très content de travailler avec tous. Est-ce qu'au gré de vos rencontres et de vos actions, vous avez l'impression que le message est acquis, que cela n'est désormais plus tabou ? Oui, absolument. Je pense que les gens sont plus à l'aise pour en parler. Beaucoup d'associations, comme j'ai indiqué, commencent à apporter le message aussi, ce qui fait beaucoup de travail agréable à faire avec d'autres personnes qui ont peut-être d'autres perspectives. Par exemple, nous, on s'occupe énormément du dépistage et de la sensibilisation au dépistage précoce. Et vous avez d'autres associations qui s'occupent du cancer du sein en lui-même. Et ça fait un message très complet et on est très reconnaissant de ces personnes qui se sont associées. Quelles sont vos actions, vous, de votre côté, avec Pink Ribbon Monaco ? Alors pour le mois d'octobre, on a bien sûr un mois très chargé. Ça va démarrer le 6 octobre avec nos illuminations annuelles qu'on fait depuis 13 ans maintenant. Bien sûr le Palais, le Conseil national, le musée océanographique, SBM Offshore, l'hôtel Fairmont, le Columbus, le casino, place du casino, Monte Carlo One et j'en passe. Il y en a tellement et je les remercie tous de leur engagement. Donc ça sera notre première action. Et puis d'autres suivront dans le mois. Vous avez également lancé une brochure complète sur l'auto-examen. Qu'est-ce que l'on retrouve dedans ? Alors c'est une brochure sur l'auto-examen, oui. C'est un acte de vigilance impératif pour les femmes pour aider à détecter toute anomalie
suspecte, et puis de suite aller voir un praticien de la santé, un médecin professionnel pour visiter. Oui, parce qu'on le rappelle, les chances de guérison sont plus grandes si on découvre plus tôt le cancer du sein. Oui, alors justement, le plus tôt qu'on découvre un cancer du sein, de plus petit, le plus facile il est à guérir. On est à 90% de chances de guérison. Vous avez à votre disposition le Breast Day au Centre hospitalier Princesse Grace, qui offre un parcours de diagnostic simplifié. Et dans une seule journée, s'il trouve une anomalie, tout de suite, vous allez avoir les examens le même jour dans le même lieu. Donc, encore une fois, le CHPG Breast Day à consulter. Natacha Frost-Savio, cette année marque le 13e anniversaire de Pink Ribbon Monaco. Oui. Quel regard portez-vous sur l'évolution de votre association ? Bah écoutez, on est parti un peu comme beaucoup de personnes qui commencent avec un message qui n'est pas connu, avec peut-être un peu des gens un peu inquisitifs, on va dire. Mais maintenant, ça fait vraiment partie du quotidien, enfin de l'annuel, et les gens vont de plus en plus savoir ce que représente le ruban rose. Et on est très fiers de notre travail. Et aussi, nous allons travailler avec l'ASM, l'équipe de foot de Monaco, bien sûr, qui nous soutient beaucoup cette année encore. Eh bien, merci beaucoup, Natacha Frost-Savio, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info pour évoquer Octobre Rose et les actions que vous allez mener avec Pink Ribbon Monaco. Merci infiniment. Merci à vous, merci pour votre soutien. Suite de notre série de reportages consacrés aux lieux que vous pourrez découvrir ce dimanche à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine en Principauté. Ce soir, coup de projecteur sur la bibliothèque irlandaise Princesse Grace qui prépare plusieurs animations à destination de ses futurs visiteurs autour de la littérature et de la musique. Émilie Flamin vous en dit plus. Et si vous entriez dans l'histoire de la Princesse Grace, c'est ce que propose la bibliothèque irlandaise pour la Journée du patrimoine. Nous avons l'opportunité de faire visiter les gens, les objets, les trésors de la bibliothèque. Nous avons la collection personnelle de la Princesse Grace, c'est ici derrière moi, les deux bibliothèques, avec une collection rare des livres irlandais. Nous avons aussi des objets d'art et nous avons 1000 partitions de musique qui trace l'historique d'Irlande. Et la musique sera également présente. Pour l'occasion, les jeunes du conservatoire de l'Académie Régnier III proposeront des concerts directement au cœur de la bibliothèque. La musique sera la musique traditionnelle irlandaise et la musique avec la harpe, bien sûr, c'est le cymbale de l'Irlande. Et aussi, il y aura les musiciens sur les clavecins et les flûtes. L'année dernière, plus de 200 personnes sont venues ici pour la Journée du patrimoine. La réservation est obligatoire et se fait directement sur le site de la librairie. Et retrouvez l'intégralité du programme de la Journée européenne du patrimoine à Monaco sur ce site, le www.journeepatrimoinemonaco.com. Nous avons pour habitude de relayer tous les résultats de l'AS Monaco ou de la Roca Team sur notre antenne, mais il n'y a pas que le sport professionnel en principauté. Les différentes sections sportives de l'AS Monaco ont elles aussi retrouvé le chemin des terrains. Frédéric Elion et Lionel Bernardi sont allés au gymnase des Moneghetti pour la reprise de l'AS Monaco Volleyball. Voyez leur reportage. Le gymnase des Moneghetti fait de nouveau le plein. L'antre historique de l'AS Monaco Volleyball a vu le retour de ses licenciés. Les équipes premières féminines et masculines qui évoluent en N2 ont repris mi-août. Certaines équipes jeunes sont parties en stage en Slovénie ou à Oron pour préparer la saison. Les plus petits comme l'école de volley, les 7-9 ans, les M11 et les M13 ont retrouvé les terrains plus récemment. On est très content d'accueillir et de revoir enfin tous nos jeunes, et nos moins jeunes aussi évidemment. On a repris en effet il y a une semaine. On est déjà content de retrouver bien tous les anciens et beaucoup de nouveaux. En une semaine, on a déjà 370 membres qui se sont réengagés, donc on est content de ce succès. Nous, on met l'accent, oui, actuellement sur les jeunes, comme vous pouvez le voir. On a énormément de jeunes et c'est la priorité pour nous. 13 entraîneurs pour les encadrer. On utilise toutes les ressources possibles qu'on a pour attirer les meilleurs encadrants, les conserver et avoir le retour des parents sur la qualité et le bonheur que peuvent avoir leurs enfants. C'est la priorité pour nous. Le club est familial et ambitieux. Le credo est simple, de la qualité et une bonne ambiance pour que les enfants prennent du plaisir à se retrouver chaque année. Moi, ça fait 3 ans que j'ai commencé. Et au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai commencé, j'ai aimé et après j'ai continué.
Je cherchais un sport avec ballon et j'ai trouvé ce sport et j'ai essayé, j'ai direct aimé. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce sport-là? Le rapprochement entre les joueuses et la compétition. La section beach volley a aussi repris. Depuis le mois de juin, 3 nouveaux terrains sont disponibles pour jouer au centre de loisirs Prince Albert II à La Turbie. Pas de cotisation à l'année, mais un système de réservation pour venir pratiquer ou découvrir ce sport. Rejoignons Christinda Thomel pour vos prévisions météo. Bonsoir Christinda, quelle est la tendance pour la journée de demain? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Mercredi, le temps sera couvert, même si quelques éclaircies subsisteront au cours de la matinée. Avec 60% de probabilité de précipitation, des orages et des averses sont donc possibles. Durant l'après-midi, le thermomètre oscillera entre 20 et 25 degrés. Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 19h34. Demain, nous fêterons les dévis. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana et les préparatifs du Monaco Yacht Show qui débute officiellement le 27 septembre prochain. Nous y reviendrons bien évidemment sur notre antenne. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.